On a tous ce souvenir d'un cours qui nous a vraiment marqué. Mais qu'est-ce qui le rendait si spécial au fond? Aujourd'hui, on va justement explorer ça, la science qui se cache derrière l'enseignement efficace, celui qui ne fait pas que transmettre des infos, mais qui nous transforme. Repensez-y une seconde, ce prof qui a tout changé. C'était sa passion? Sa manière d'expliquer? Et si cette espèce de magie n'était pas du tout un hasard, mais bien une méthode? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Comment on transforme ce souvenir un peu flou en une véritable science de l'apprentissage. Bon, première étape, mettons-nous d'accord sur ce qu'on veut dire par efficace. Pour dépasser la simple intuition, il nous faut une définition claire, un point de départ solide. Alors l'enseignement efficace, ce n'est pas du tout une recette de cuisine à suivre bêtement. C'est beaucoup plus subtil. C'est un peu comme l'art d'un grand chef qui connaît parfaitement ses ingrédients, le contenu et ses convives, les élèves, pour adapter sa technique et au final créer le plat parfait pour chaque occasion. Et les objectifs y sont très clairs. Il ne s'agit pas juste d'augmenter la moyenne générale de la classe, non. L'idée, c'est surtout de resserrer les écarts entre les élèves. Le but, c'est de faire de la salle de classe un endroit où chaque élève, peu importe d'où il part, a tout ce qu'il faut pour devenir un apprenant autonome. Ok, alors comment on passe de la belle théorie à la pratique concrète? Eh bien, un chercheur, Barak Rosenshine, a passé au peigne fin des décennies de recherche pour en tirer 10 principes fondamentaux. C'est un vrai plan d'action pour la salle de classe. Les 5 premiers principes, disons que ce sont les fondations. D'abord, on révise. C'est crucial pour s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Ensuite, on avance tout doucement, par petites étapes, pour ne surtout pas noyer le cerveau sous l'information. Les explications, elles, doivent être limpides. L'enseignant doit modéliser la tâche, un peu comme un coach sportif qui décompose un mouvement. Et enfin, il guide les tout premiers essais pour construire la confiance. C'est la base. Maintenant, les 5 principes suivants, leur but c'est de rendre l'apprentissage vraiment durable. Une fois les bases solides, l'élève s'entraîne seul, en autonomie. Mais l'enseignant n'est jamais loin, il continue de poser des questions pour vérifier que tout est bien compris. On révise régulièrement les anciennes compétences pour qu'elles ne tombent pas dans l'oubli. La supervision permet de corriger le tir en direct et surtout, ça c'est important, on vise un haut taux de réussite. Parce que chaque petit succès, c'est du carburant pour la motivation. Mais attention, ces principes, ce n'est que la structure, le squelette. L'enseignant efficace, il a aussi une super boîte à outils, remplie de stratégies pour donner vie à l'apprentissage et surtout pour s'adapter à chaque situation. Et cette boîte à outils, elle est bien remplie. On y trouve par exemple la visualisation, utiliser des images, des vidéos pour que ce soit plus clair, le travail de groupe, excellent pour apprendre à communiquer, intégrer la technologie pour rendre les cours plus interactifs. Et puis, il y a la différenciation, c'est-à-dire adapter les exercices au niveau de chacun. Bref, chaque outil a un but bien précis, rendre l'apprentissage actif et pertinent. Et le plus grand bénéfice de toutes ces stratégies, c'est de combattre ce sentiment d'être complètement dépassé, submergé. Quand on décompose une tâche qui paraît complexe en une série de petites étapes simples, on transforme une montagne infranchissable en un simple escalier. Il suffit de monter marche par marche. Et ça libère l'esprit de l'élève pour qu'il puisse se concentrer sur une seule chose, apprendre, sans stress. Bon, un plan d'action, aussi génial soit-il, doit toujours faire face à la réalité du terrain. Alors voyons un peu comment ces grands principes s'adaptent, se transforment, quand on les applique dans des systèmes éducatifs très différents aux 4 coins du monde. Premier arrêt, le Québec. Là-bas, cette démarche est vraiment soutenue par les universités depuis le début des années 2000. L'avantage, c'est que les futurs profs sont formés à ces méthodes dès le début de leur carrière. Du coup, ça assure une base solide et vraiment cohérente dans tout le système. En Suisse romande, la stratégie est un peu différente. Plutôt que de tout miser sur la formation initiale, on met l'accent sur la formation continue. On outille les enseignants qui sont déjà en poste en s'appuyant sur leur expérience pour faire évoluer leur pratique en douceur. Allez, on change complètement de contexte, direction le Cameroun. Ici, ces principes sont utilisés pour moderniser l'enseignement primaire, mais souvent avec des ressources très limitées et des classes surchargées. L'enjeu, ce n'est pas de peaufiner les détails, mais bien de construire les fondations d'un enseignement de qualité. Notre petit tour du monde se termine au Brésil, avec le programme Escola Activa. L'objectif ici, c'est de lutter contre l'isolement des zones ruraux en rendant l'école plus participative, plus ancrée dans la réalité locale, pour que l'éducation devienne un vrai levier de développement pour les communautés. Ce tableau, il parle de lui-même. On voit très bien que les mêmes principes vont donner des résultats et rencontrer des défis complètement différents selon le contexte. De la résistance à la standardisation au Québec jusqu'au manque criant de ressources au Cameroun, la conclusion est claire. L'adaptation, c'est vraiment la clé du succès. On voit donc 2 logiques bien distinctes à l'œuvre. D'un côté, comme au Canada ou en Suisse, on utilise ces principes pour, disons,
poser les dernières pierres au sommet d'une pyramide déjà bien construite. Et de l'autre, au Brésil ou au Cameroun, on s'en sert pour assembler les gros blocs de la fondation, la base même d'un enseignement de qualité. Alors, après avoir exploré la définition, le plan d'action, les applications concrètes, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? C'est quoi finalement la leçon la plus importante de cette exploration? Voilà, cette phrase résume absolument tout. Elle nous rappelle que même les meilleures méthodes, les plus grands principes, eh bien, ils ne valent rien s'ils ne trouvent pas un écho chez les élèves. Le vrai but, ce n'est pas d'appliquer une technique, c'est de créer une connexion. La conclusion, elle est donc là. L'efficacité, ce n'est pas de suivre un plan à la lettre, c'est bien plus d'utiliser ce plan comme une boussole pour ajuster constamment sa trajectoire et aller à la rencontre des élèves là où ils sont, à leur rythme. Et tout ça, ça nous laisse avec une question essentielle pour le futur. Si la clé, c'est vraiment l'adaptation, comment on construit un système éducatif qui ne cherche pas à imposer une méthode unique, mais qui donne à chaque enseignant les outils pour s'adapter vraiment à ses élèves? La question est ouverte.